Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 13 janvier 2020 et aujourd'hui nous allons mettre l'accent, comme chaque mercredi, sur les matières premières. Alors donc pour ceux que ça n'intéresse pas, je vais fractionner cette vidéo et vous pourrez passer directement à la revue des marchés, des indices et du Forex. Alors j'ai eu des questions également. La semaine dernière, j'avais une question sur les actions à fort potentiel pour cette année 2021. Nous allons en parler demain d'un point de vue graphique, donc dès jeudi, et il y aura un e-book qui sera disponible sur le sujet avec plus de détails. Alors je ne peux pas tout traiter d'un coup, j'ai également eu des questions sur les rendements, alors j'aimerais répondre à tout d'un seul coup, mais ça ferait un GMM de 2 heures, ce qui n'est pas possible bien entendu. Donc j'essaierai de traiter également ce sujet sur les rendements vendredi. Donc on va essayer de fractionner tout cela. Aujourd'hui, nous allons parler matières premières, mais avant cela, la première partie sur l'actualité économique et financière. Donc en seconde partie, les matières premières en détaillé. Nous allons parler fondamentaux et ensuite on continuera sur un good morning market classique avec notamment les indices et nous allons terminer avec le Forex. Alors on commence par justement l'actualité économique et financière. Alors les indices américains hier ont terminé la séance en légère hausse avec le S&P 500 qui a gagné 0,04%, le Dow Jones 0,19% et le Nasdaq 0,28%. En Asie, les indices ont évolué en ordre dispersé. Le Nikkei, le S&P ASX 200 et le Kospi coréen ont réussi à progresser. Les indices chinois ont quant à eux baissé. Alors la pandémie commence à sérieusement inquiéter avec un nombre record de 15 700 décès qui a été signalé hier avec les États-Unis qui ont signalé également un nombre record de 4 300 décès. Dans ce contexte-là, il y a de plus en plus de mesures qui sont annoncées, de plus en plus de mesures qui sont attendues. Tout d'abord, la Chine qui a décidé de confiner par précaution quelques 5 millions d'habitants d'une ville limitrophe de Pékin. En Allemagne, Angela Merkel a déclaré que les restrictions actuelles pourraient s'étendre de 8 à 10 semaines supplémentaires. Et la France est actuellement en train de statuer sur de nouvelles mesures, sur la nouvelle marche à suivre. Et on devrait avoir de nouvelles annonces dès demain, de nouvelles mesures. Plusieurs choses sont éventuellement probables. À noter concernant justement les réseaux sociaux, après Twitter, Facebook et Instagram, c'est au tour de YouTube de mettre Donald Trump sous silence en supprimant sa dernière vidéo et en suspendant sa chaîne pour incitation à la violence. Concernant la seconde procédure d'impeachment de destitution à l'encontre de Donald Trump, la Chambre des représentants a adopté une résolution demandant à Pence d'invoquer le 25e amendement contre Donald Trump. Cependant, il est très peu probable que ce dernier accepte de le faire. Alors, à noter que le CDC américain exigera que les voyageurs arrivant aux États-Unis présentent un test Covid-19 négatif, et ce à partir du 26 janvier. Et le Japon qui va mettre 7 autres préfectures en état d'urgence à cause du Covid-19. On passe à présent sur le gaz naturel et d'ailleurs ça va faire partie des matières premières que l'on va aborder dans le détail. Selon un rapport Reuters, les États-Unis ont averti l'Union européenne que les entreprises impliquées dans le projet Nord Stream 2 pourraient faire l'objet de sanctions. Toujours concernant l'énergie, Bloomberg a rapporté que Saudi Aramco fournira aux raffineurs asiatiques 20 à 30% de brut en moins que ce qui avait été demandé en février. Et toujours sur le marché pétrolier, l'API a fait état d'une baisse de 5,82 millions de barils des stocks de pétrole. On s'attendait à une baisse de 2,7 millions de barils. Et nous allons prendre connaissance d'ailleurs du rapport officiel des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis cet après-midi. Le rapport du DOE, ça fait partie des chiffres importants. Et notamment l'IPC américain pour le mois de décembre. Ce sont deux chiffres que l'on attendra cet après-midi. À noter également le Bitcoin qui est aux alentours, il me semble, des 33 500 dollars. On va en parler également un peu plus tard. Le calendrier économique, nous en avons parlé. Il y aura principalement l'IPC et les stocks de pétrole brut. Donc ce rapport du DOE dont nous prendrons connaissance à 16h30. Voilà pour le calendrier économique. Il est temps de parler commodities. On va parler matières premières. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez passer directement à la revue des indices boursiers. Alors, les matières premières, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons
Voilà, donc j'ai préparé un nouvel onglet. Nous allons commencer par le maïs aujourd'hui. Le maïs qui présente des perspectives très intéressantes. Alors devant vous, une représentation graphique des cours du maïs en données mensuelles. Ce qu'il faut noter, c'est que nous avons dépassé, on le voit ici, une résistance très importante, la résistance des 500 cents par boisseau, et ce pour la première fois depuis 2014. C'est la première fois que l'on s'affranchit de cette résistance donc depuis plus de 6 ans. Ce que l'on peut constater tout d'abord d'un point de vue graphique, on le voit parfaitement ici en mensuel, c'est que le rallye actuel est similaire à celui de 2007-2008 et celui de 2010-2011. Voilà le rallye de 2007-2008 et voici celui de 2010-2011. On peut constater une certaine similitude qui pourrait nous permettre d'envisager une poursuite de la hausse vers des niveaux extrêmement élevés, concrètement vers les sommets de l'année 2010. À noter également qu'il y a un positionnement, ici on retrouvera le COT, vous pouvez l'ajouter également, c'est quelque chose qui est disponible sur la plateforme depuis quelques mois. Au vu du COT, on peut constater un positionnement extrêmement élevé, et à noter ici les deux indicateurs de saisonnalité qui ne nous renseignent pas, qui ne nous donnent pas de direction spécifique. J'aurais dû les retirer car cela n'apporte pas d'informations complémentaires, c'est simplement le COT, donc le positionnement extrêmement élevé. Qui nous permet donc d'apporter un supplément d'information en faveur d'une poursuite du rallye. Mais il n'y a pas que le maïs qui est prometteur, il y a également le soja. On en a parlé lors de des perspectives 2021, la vidéo spéciale qui avait été publiée vendredi dernier. Mais concernant le soja, il est à noter que le soja est à 30% de son record historique, alors que le maïs est à 70% de son record historique. Donc il y a un potentiel inexploité pour le maïs. D'où justement l'intérêt que nous allons lui porter aujourd'hui. On remarquera cette prochaine résistance qui n'est autre que le retracement de 50% de Fibonacci de la précédente baisse, et donc une prochaine résistance à 575 cents par boisseau. C'est la prochaine cible depuis que nous nous sommes affranchis des 38,2%. Et donc un rallye qui pourrait se poursuivre pour aller vers des sommets, peut-être pas un record historique, mais en tout cas on pourrait aller chercher les sommets de l'année 2010. À présent, nous avons donc détaillé la situation technique. Nous allons nous intéresser quelque peu aux fondamentaux. Tout d'abord, ce qu'il est intéressant de constater, ce sont les prix records en Chine. Il y a plusieurs matières premières qui ont atteint des records en Chine. On va en parler également un peu plus tard. Ici, c'est en blanc. Cette ligne blanche représente justement les prix d'un contrat de 10 tonnes en dollars et en Chine. Et il faut noter que la Chine devrait augmenter ses importations de matières premières en raison des hausses importantes des prix intérieurs. Il n'y a pas que, bien entendu, le maïs qui est concerné. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, notamment pour les agriculteurs américains. On s'attend à des prix très élevés en Chine, au moins en attente des célébrations du Nouvel An chinois. Donc voilà pour les prix en Chine, des prix intérieurs concernant le maïs qui atteignent des niveaux records. Ça, c'était pour le premier graphique. Je n'ai rien d'autre, pardon, pour le maïs. Je pense qu'on va passer directement à présent sur le second. Dans tous les cas, ici, concernant le maïs, la situation technique déjà nous donne énormément d'espoir dans une poursuite de ce rallye haussier, un rallye haussier qui semble similaire à ce que nous avons connu précédemment, notamment lors de ces précédents rallyes. On va passer à présent à une autre matière première agricole, une matière première agricole que je suis de très près. Et c'est le café. Donc le café, ce qu'il faut savoir déjà, vous savez que lorsque l'on analyse le café, on s'intéresse énormément au réal brésilien, et on retrouvera ici les cours du café en données journalières superposées au cours de l'USD BRL. Alors le premier constat que l'on peut faire au vu de ce graphique, c'est que les cours du café restent relativement élevés si on tient compte justement de la faiblesse du réal brésilien. Donc des cours qui se maintiennent tout de même relativement haut. Il y a des arguments à la hausse, il y a des arguments également à la baisse. Et ce qu'il faut savoir, ce qui soutient quelque peu les cours du café d'un point fondamental, ce sont principalement les inquiétudes concernant la prochaine saison de récolte au Brésil.
des inquiétudes qui sont apparues dans un contexte principalement d'anticipation de sécheresse. Et on va en parler, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, on va voir quel a été l'impact sur les marchés, notamment la sécheresse au Brésil et son impact sur les cours de l'arabica. Ce qu'il faut savoir également, c'est que selon des prévisions, on pourrait assister à une baisse de la production de 15 à 40% par rapport à 2019. Et donc cela pourrait également plaider en faveur de la hausse. Mais il y a d'autres éléments à garder en tête. Tout d'abord, avant de parler des stocks, il y a le coronavirus qui continue de nuire à la demande d'arabica. Car c'est l'arabica qui est concernée, tout simplement parce que l'arabica dépend énormément des cafés et des restaurants. Et donc, selon certaines données, le marché des coffee shops américains aurait diminué, aurait baissé de 24% l'année dernière. Cela est dû, bien entendu, aux restrictions auxquelles fait face le monde de la restauration. Alors, ce qu'il faut savoir également concernant la sécheresse, malgré les inquiétudes actuelles, le Brésil a tout de même une énorme quantité de café qui pourrait permettre de reconstituer les stocks de l'ICE. Et donc le stock mondial de l'ICE devrait augmenter de 23% cette année. On va d'ailleurs parler de cela, on va parler des stocks et on va enchaîner là-dessus. Ici, on retrouvera différents stocks concernant le café. Tout d'abord, les stocks de café de l'ICE, ici en jaune, qui ont nettement rebondi, qui ont rebondi de près de 30% par rapport à un plus bas de presque 20 ans. C'était un plus bas de presque 20 ans que nous avions atteint et actuellement nous avons un rebond considérable. Et c'est notamment grâce au café brésilien, donc les stocks de café brésilien, et on les retrouve ici, des stocks à des niveaux extrêmes, pourraient permettre de fournir l'ICE, et donc il ne devrait pas y avoir de problème de stock. Donc voilà concernant les stocks, beaucoup de stocks en provenance du Brésil, ce qui permettrait donc de retrouver des stocks au niveau de l'ICE. On va parler à présent de la sécheresse et on va se baser sur la précédente période de sécheresse au Brésil qui n'a pas entraîné en soi de tendance à la hausse pour le café, même si on a pu constater un cours du café relativement élevé juste avant, aux alentours des 200 cents la livre. Ça, c'était la période de sécheresse, hein, on la retrouve ici. Donc, on avait atteint les 200 cents la livre, mais il faut savoir que c'était une hausse de très court terme et que les cours en 2015 sont rapidement tombés à 120 cents la livre. Donc, visiblement, pas d'inquiétude de moyen terme concernant ces anticipations de sécheresse, pas d'inquiétude concernant les stocks. Donc, on maintient tout de même ces perspectives baissières et on pourrait aller chercher les 115 cents la livre. Sur le court terme, il y a également le seuil des 116, mais avant cela, il faudra réussir à passer sous les 120 cents la livre. Donc voilà pour le café, un café qui tarde tout de même à montrer des signes de faiblesse, mais d'un point de vue fondamental, on peut s'attendre à une éventuelle jambe baissière très prochainement. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les éléments fondamentaux, il faut en permanence faire des mises à jour, et c'est à ça que sert justement ce GMM, qui est principalement axé sur les matières premières. On va s'intéresser à présent au silver. On a pas mal parlé de métaux dernièrement, des métaux précieux à caractère industriel. On a laissé de côté le silver, il est temps de s'y intéresser, car effectivement, les métaux pourraient dominer pour cette année 2021 avec de très belles perspectives, notamment pour le silver. Et ici, un graphique très intéressant qui parle de lui-même, hein, normalement. Ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est que nous avons un comportement des cours du silver qui sont similaires à ce qui s'est passé notamment en 2008, lors de la période 2008-2011. Alors on a deux patterns ici que l'on retrouve, les patterns en jaune qui semblent similaires et le pattern en rouge. Encore une fois, on s'est axé sur les retracements de Fibonacci et un peu comme ce que l'on fait sur le DAX, on s'est intéressé aux retracements externes parce qu'on a déjà franchi les 100%. Et donc cette fois-ci, on est allé au-delà des retracements que l'on utilise pour le DAX. On va en parler tout à l'heure concernant le DAX. On est allé jusqu'aux 350%. Alors donc concrètement, un comportement qui semble similaire à ce que l'on a pu connaître en 2008-2011 pour le silver, ce qui nous laisserait penser que l'on pourrait
atteindre des niveaux qui se rapprochent du retracement externe de Fibonacci à 350%. On pourrait éventuellement se replier en direction des 127,2%, encore une fois, avant de s'affranchir définitivement des 161,8% pour aller se hisser au-dessus des 300% et atteindre de nouveaux sommets en cours d'année. J'insiste sur le fait que c'est un graphique hebdomadaire et en plus de cela, notez la saisonnalité ici que l'on retrouve en bas, une saisonnalité qui indique une poursuite de la tendance haussière à long terme. Donc voilà pour la situation technique du silver, une situation technique qui est, vous l'aurez compris, clairement haussière. On va s'intéresser à présent, on va faire un petit peu de fondamentaux, on va s'intéresser notamment aux ETF ici. En haut, on retrouve les cours du silver, les deux contrats futurs, le R1 et le R2. On ne s'y intéresse pas, on va passer directement aux avoirs des ETF. Des avoirs des ETF qui sont proches actuellement du niveau record de l'année dernière. Et il y a un facteur, qui devrait donc permettre de booster davantage les cours du cuivre. On retrouvera ici en vert les cours du cuivre en spot, et c'est principalement la reprise économique attendue et l'accent qui sera mis notamment sur les sources d'énergie renouvelables d'un point de vue mondial, ce qui pourrait permettre à renforcer les perspectives haussières pour le silver et même porter le silver à la hausse pour un nouveau rallye comme le précédent rallye de 2008-2011, ce qui permettrait de confirmer les perspectives techniques que nous avons énoncées juste avant. Voilà pour le silver. On passe enfin pour le gaz naturel, un gaz naturel qui m'a pas mal, comment dire, qui m'a fait transpirer. C'était assez compliqué d'un point de vue technique sur les gaz naturels, mais il y a des éléments qui laissent à penser qu'on pourrait assister à une poursuite des baisses. Ici, nous avons une situation technique qui semble assez claire avec cette précédente ETE, la ligne de coup que l'on retrouve en oblique haussière, en pointillé, en bleu, différents pullbacks. Nous avons même eu un retour hier, ce qui m'avait laissé penser à une annulation de ce scénario technique baissier, en tout cas à très court terme, avec un cours du gaz naturel qui a tenté de dépasser une importante résistance et qui a testé le niveau des 3. Mais bon, nous nous sommes retirés par la suite et il faut noter tout de même, on retrouve en bas la saisonnalité, une saisonnalité. Alors, une petite parenthèse, la saisonnalité est très importante pour les matières premières. Il y a d'ailleurs plusieurs ouvrages sur le sujet. C'est pour ça qu'on s'y intéresse très souvent, que ce soit la saisonnalité ou même, par exemple, les ETF pour les métaux précieux. Vous remarquerez que ce sont des raisonnements qui sont similaires à chaque fois et ce sont des points que l'on prend en considération d'un point de vue fondamental. Donc ici, concernant la saisonnalité, cela nous indique qu'il faut s'attendre à une nouvelle vague baissière à partir de la mi-janvier principalement. On notera notamment ici un rollover qui interviendra le 21 janvier 2021. Et un autre aspect que cette fois-ci je ne détaillerai pas, je les détaille il me semble à chaque fois concernant le gaz naturel, les stocks de gaz américains sont toujours conformes à la saisonnalité. On se rappelle, on garde en tête ce graphique avec ce graphique sur 5 ans avec la moyenne et la borne haute et la borne basse, et les stocks de gaz naturel continuent de se replier en direction de la moyenne actuellement. On est bien loin de la borne haute sur 5 ans, mais on se rapproche encore une fois de la moyenne sur 5 ans. Alors, d'un point de vue fondamentaux, on va s'intéresser ici au prix du gaz naturel dans le monde, un peu partout, sur différentes zones. On notera les prix du gaz naturel extrêmement bas aux États-Unis. On retrouve ici en rouge, donc en bleu, c'est les États-Unis. En rouge, on retrouve ici en Europe, et en Asie du Nord, en vert, on retrouve donc ces cours extrêmement élevés. D'un point de vue général, c'est extrêmement élevé un peu partout dans le monde, par rapport notamment au prix au comptant aux États-Unis. Et donc, les prix du gaz et de l'énergie, d'une manière générale, sont extrêmement élevés en Asie, et ce en raison des températures extrêmement basses. Donc voilà pour ce graphique qui est très important. Il faut garder cette donnée en tête. On va s'intéresser à présent à cela, notamment au positionnement net. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'il y a beaucoup de gaz naturel aux États-Unis concernant les stocks, donc il n'y a aucune inquiétude quant à un éventuel prochain manque de disponibilité de gaz naturel.
Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse que je referme immédiatement. Ce qui va nous intéresser ici, c'est cette ligne en rose. Et on passe en négatif à ce niveau-là concernant le positionnement net. Et donc cela se traduit donc par des acheteurs qui se retirent. Et donc la position nette descend en dessous de 0. Et actuellement, les vendeurs ont nettement pris l'avantage sur le gaz naturel. Donc voilà pour ce point matière première. D'un point de vue fondamental, on plaide toujours pour une baisse éventuelle du gaz naturel, même la saisonnalité l'indique, la figure technique tient toujours. Je sais que j'ai réajusté à maintes reprises l'oblique haussière, hein. Le technique, ce n'est pas une science exacte, et très souvent, on est amené à régler quelques paramètres, mais en tout cas, les perspectives baissières sont toujours clairement d'actualité, même si nous sommes sortis de ce fameux canal baissier qui a accompagné les cours à la baisse sur le gaz naturel. On continue sur les matières premières d'une manière un peu plus classique, hein, comme d'habitude. On passe sur le gold. Un gold qui est de retour sur les 1850 dollars, un gold qui doit se décider ici d'un point de vue journalier. On est à l'intérieur du nuage, nous sommes donc à l'équilibre, il n'y a aucun déséquilibre pour le moment. Il faudra attendre le franchissement de la SMA 50 que l'on retrouve ici en orange, et donc un franchissement de la SSB, cette composante du nuage. Vous noterez qu'à présent je mets le nuage en gris et en blanc. Bon, je pense que c'est beaucoup plus visible, il y a moins de couleurs, ça attire moins l'œil. Ce qui me dérangeait par rapport à Ishimoku, c'est que ça donne un peu trop d'informations, et donc ça alourdit les graphiques. Et je trouve que à présent, en gris et blanc, ça enlève cet attrait à l'œil, et ça permet donc de se concentrer davantage sur les prix. C'est très important parce que, par définition, les prix sont la première information dont on dispose, et il ne faut pas se distraire de ces derniers, ça reste le plus important. Donc j'ai changé le visuel, j'ai mis mon Ishimoku en gris et blanc dans un souci de visibilité. Donc ici, nous avons une résistance à franchir avant d'espérer aller chercher cette oblique baissière, et donc il faudra s'affranchir des 1867 $ l'once. On retient également ce graphique en données H4. On s'est affranchi effectivement des 1850, on est allé les tester, c'est à présent définitivement un support. Il faudra réussir à aller rallier la Kijun, donc les 1872, avant d'espérer une éventuelle traversée de nuages. On notera une faiblesse de nuages qui va s'étendre jusqu'au 15 janvier, ce qui pourrait permettre au cours d'aller se hisser au-dessus des 1900 $ l'once. Le silver, nous en avons parlé. Le pétrole WTI qui est en repli actuellement. On est allé vraiment très haut sur les pétroles. On attend le rapport du DEA, excusez-moi, pas le DEA, du DOE. Mais on va quand même assez haut sur le pétrole. J'ai la sensation, sans justification technique ou autre, que l'on pourrait marquer une pause sur le pétrole et donc se replier avant de repartir à la hausse. Même le Brent est allé relativement haut, même si la hausse devrait se poursuivre en 2021. Pour le Brent, on devrait surpasser les 60 $ le baril. Le marché pétrolier se remet peu à peu, mais il faut être prudent tout de même face à cette hausse. On pourrait assister à un repli avant de repartir de plus belle, et ça permettrait donc l'entrée de nouveaux acheteurs pour accompagner cette hausse du marché pétrolier. Qu'en est-il du sucre? Le sucre qui stationne toujours ici sur son cette précédente projection, aux alentours des 15,40. Un sucre qui devrait redémarrer, un sucre qui reprend son souffle, et c'est légitime après une hausse sans bougie rouge à partir du 22 décembre, et ce jusqu'au 7 janvier. Donc on marque une pause pour très certainement repartir de plus belle. Nous avons parlé du gaz naturel déjà, du café, le copper. Vous connaissez mon biais sur le copper qui est clairement haussier, mais nous avons une résistance, on est en dessous et on attend son franchissement pour repartir de plus belle. Pour le métal rouge, le platine également. J'ai clairement détaillé sur la vidéo qui a été publiée vendredi. Non, c'était un Good Morning Market précédent. Mes visions sur le platine qui devrait donc éventuellement poursuivre à la hausse avec de très belles perspectives. Également un retard à rattraper pour le platine. On avait eu le franchissement d'une importante résistance. On marque une pause avant d'aller chercher la prochaine. Alors enfin, nous allons passer
sur le compartiment actions et les indices boursiers pour un good morning market plus traditionnel. On commence par le DAX en données journalières. Un DAX qui ne parvient toujours pas à se redresser. Un DAX également aux alentours des 13 930, hein, sans réellement donner de signal baissier, car nous avions annoncé ce niveau des 13 820 ici, qui pourrait permettre d'envisager les perspectives baissières d'un point de vue risque-rendement. Ce sont les acheteurs, ce sont les achats hein, qu'il faudrait favoriser au-dessus de ce niveau, en direction à nouveau des 127,2%, ce retracement de Fibonacci qui correspond aux 14 056 points. Dernier rempart ici avant le niveau des 14 238 qui permettrait de finaliser cette vague haussière. Donc les perspectives sont toujours haussières pour le DAX, tant qu'on est au-dessus des 13 820 plus largement, tant qu'on est au-dessus des 13 800 points. On le voit ici en données intraday, un DAX qui marque une pause. Nous sommes toujours au-dessus cependant de cette oblique haussière qui est renforcée par un nuage Ishimoku qui vient confirmer de par son rôle également de support, qui vient confirmer une éventuelle prochaine hausse pour le DAX allemand. Et il faut remarquer que malgré l'étendue hein, des restrictions actuelles en Allemagne, le DAX affaiblit, mais le DAX n'a pas rompu. Le DAX se maintient relativement haut. Hein, ça n'a pas suffi à faire plier le DAX qui garde ses perspectives haussières. Le CAC 40 à l'intérieur de son nuage qui est en train de s'attaquer à un palier de Kijun. Je vous rappelle que ces paliers de Kijun sont des résistances. Ici, les 5676 points. Il faudra attendre une sortie de nuage par le haut pour espérer un retour au récent sommet aux alentours des 5724 points. Le Nasdaq fait tout de même preuve de concernant Wall Street. Alors à présent, on passe à Wall Street, donc Nasdaq, S&P 500 et Dow Jones pour parler après du Russell 2000 qui, comme attendu, a surperformé les indices américains. Donc les small caps sont le vent en poupe. On va en parler un peu plus tard. À noter que le Nasdaq est en dessous de son nuage Ishimoku en données H1, en dessous de cette oblique haussière. Et donc on peut s'attendre à un retour vers les 12 860 points. En cas de franchissement de ce support, la baisse pourrait s'approfondir ici, notamment en direction des 12 745 points, dernier rempart avant les 12 600. Alors il me semble que les projections d'Osoda le confirment également. Si on venait à prendre ici ce sommet avec ce creux pour aller chercher ce sommet ici, et c'est un retracement N, et ça nous amène à 12 600 points. Donc si on franchit ce niveau, on irait chercher la précédente projection E. Et si la projection E venait à céder, à noter qu'elle correspond plus ou moins avec un palier de SSB, dans ce cas-là, ce serait pour aller chercher directement les 12 600 points. Voilà pour le Nasdaq qui fait preuve de faiblesse, mais s'il réussit à franchir ici cette oblique haussière et à sortir son nuage par le haut, ce serait un retour vers les 13 100 points qui serait envisageable. Le Dow Jones se hisse petit à petit en direction de ses récents sommets ici, aux alentours des 31 150 en cas de franchissement de cette dernière résistance. On pourrait aller chercher les 31 593 et la zone des 31 600 points. Ce serait la cible pour le Dow Jones s'il parvenait enfin à prendre un petit peu d'élan. Le Dow Jones patine quelque peu. On notera une Tenkan et une Kijun qui viennent en renfort pour permettre éventuellement au Dow Jones de repartir à la hausse. Le S&P 500 également, à l'image du Dow Jones, il patine quelque peu. Il est aux alentours de cette oblique haussière. On attend le franchissement ici des 3820 points pour espérer de nouveaux sommets pour le S&P 500. Le Russell 2000, lui, ne s'est pas fait attendre. Il n'a pas attendu avant de partir à la hausse depuis que nous avons invalidé cette figure en ETE qui ne nous semblait pas très crédible au vu du nuage relativement élevé. C'est bien la projection V qui a servi de support ici, qui a servi d'appui à 2055 points pour repartir à la hausse et sortir du nuage et aller inscrire de nouveaux sommets aux alentours des 2130. On est toujours loin de la projection d'Osoda que nous procurent les données H4 aux alentours des 2165, ce qui permettrait de finaliser cette vague haussière et ce qui pourrait entraîner un léger repli par la suite. Voilà pour Wall Street, voilà pour les small caps américaines.
Le Bitcoin est en train se stabilise quelque peu. Nous sommes rapprochés du seuil des 30 000 dollars avant de retrouver des couleurs. Nous sommes à 34 130 dollars actuellement, 160. Et donc, on peut s'attendre à une éventuelle percée haussière à venir. À noter ce beau repli de Twitter, hein, d'ailleurs, depuis que le compte de Donald Trump a été supprimé. Un repli considérable ici de Twitter avec ce gap baissier, ce qui nous avait à un moment de la journée, un Twitter était à plus de moins 12% en début de semaine. Twitter qui ne parvient pas à retrouver des couleurs. À voir quelle sera la suite, hein. Cela pèse pas mal sur le Nasdaq pour Twitter. On passe à présent sur le marché d'échange, beaucoup de choses à dire également, avec notamment le biais vert qui effectivement est allé se rapprocher de ce nuage qui lui offrait donc cette chance, car il y avait un grand vide à combler. C'est ce qu'a fait le biais vert. Le biais vert est allé se replier assez violemment ici. Il tente de retrouver des couleurs. Il fait face à sa précédente résistance, à sa précédente target issue des projections de Soda en V. C'est la résistance actuelle. Et ce repli a permis une hausse de l'euro-dollar, en direction d'un niveau que l'on connaît bien ici. C'est un niveau que l'on est allé tester à nouveau, étant donné que le biais vert retrouve des couleurs. L'euro-dollar tout naturellement se replie. On notera ici que l'euro-dollar a bel et bien patiné sur ce niveau-là qui correspondait à l'objectif théorique de cette pseudo-figure en ETE. Hein. La ligne de coût était approximativement à ce niveau-là. Donc tant que l'euro-dollar, tant que le biais vert parvient à se redresser, les perspectives seront baissières pour l'euro-dollar. Cependant, on l'a vu, le biais vert fait face à une forte résistance. On peut s'attendre à un retrait du biais vert, un biais vert qui pourrait approfondir son repli, ce qui permettrait enfin à l'euro-dollar de s'installer au-dessus de ce niveau pour tenter de rallier à nouveau, de tester à nouveau cette zone de résistance majeure des 1,23. Il faut se rappeler tout de même, si on arrive au 1,23, qu'à ce niveau-là, sont tapis dans l'ombre des vendeurs. Donc on peut assister à un repli hein, si on venait à tester les 1,23. Le GBP-USD ici, qui d'un point de vue hebdomadaire nous montre clairement son retour en territoire positif, 1,3690, ce que nous disent les données intraday. On s'attaque enfin et on parvient peut-être même à réussir à s'installer au-dessus de ce niveau. C'était une projection de Soda. La tentative de passage au-dessus avait abouti à un repli en direction de la précédente zone de support. Et le GBP-USD tente actuellement de franchir à nouveau ce niveau. S'il n'y parvient pas, prudence, on pourrait revenir ici sur notre zone de support aux alentours des 1,3450. Et dans ce cas-là, si on passait en dessous, on pourrait assister à un repli considérable du GBP-USD pour aller rallier ici les creux de la fin du mois de décembre. Donc prudence, si on ne parvient pas à repasser au-dessus de ce niveau, ce serait un retour directement en direction d'un 34,50 pour le câble. Qu'en est-il du GBP-USD? Un USD-CHF, pardon, qui suite à la baisse, relativement violente du biais vert est revenu en direction ici de son niveau de support, les 0,8850. Nous l'avons testé. Ici, on remarquera la présence d'acheteurs, donc il y a eu une réelle opportunité d'achat à ce niveau-là. Les cours sont repartis à la hausse pour tenter d'intégrer le nuage. Nous avons tenté de franchir la Kijun, mais on se replie depuis. Est-ce qu'on va réussir à intégrer ce nuage? Un nuage qui me paraît tout de même relativement épais. Nous avons en plein milieu une zone de résistance importante, les 0,88800. Donc prudence, on pourrait assister tout de même à un repli pour aller se stabiliser aux alentours des 0,8870, si ce n'est un nouveau repli en direction des 0,88530, ce qui nous donnerait tout de même des perspectives d'achat pour peut-être une hausse plus modéré en direction de ce twist, un twist qui apparaît ici le 14 janvier. Le GBP-CHF poursuit sa course en direction des 1,22 et donc cette résistance majeure qui est une résistance
hebdomadaire, car je vous rappelle ici que ce sont les cours du GBP-CHF en journalier avec une projection des éléments Ishimoku en données hebdomadaires. Donc ce nuage, c'est tout simplement le nuage Ishimoku hebdomadaire. On le voit ici. C'est notre nuage hebdomadaire. Ici, ce sont nos cours en données journalières. Donc, autant vous dire qu'un franchissement de cette résistance et donc un franchissement de la borne supérieure du range dans lequel évolue le GBP-CHF serait un signal majeur, un signal d'achat en direction des 1,25 473. Donc pour cela, bien entendu, il faudrait que le GBP-USD parvienne à se hisser au-dessus donc, de cette zone de résistance et qu'il parvienne à s'installer au-dessus. Qu'en est-il de l'USD-TRI? L'USD-TRI qui marque une pause, l'USD-TRI qui pourrait ne pas tarder à redémarrer pour aller tester sa Kijun tout de même. On notera que cette Kijun s'affaisse relativement, donc des perspectives qui sont de moins en moins intéressantes pour les acheteurs. L'AUD-NZD pourrait confirmer aujourd'hui les perspectives d'achat et donner un signal considérable, un signal qui plaiderait en faveur d'une poursuite de la hausse en direction des 1,088 pour l'AUD-NZD, donc les dollars des antipodes qui sont relativement simples à trader, d'où notre intérêt pour cette paire. Qu'en est-il de l'USD-Yen? L'USD-Yen qui retrouve des couleurs après s'être replié au contact de la borne supérieure d'un canal baissier. Donc un léger redressement actuellement de l'USD-Yen en plein test de la Kijun en données H4. L'euro-Yen, lui, rien à signaler. Il a franchi son nuage. Le ratio risque-rendement ne favorise pas les ventes étant donné que nous avons une borne inférieure du canal haussier qui tente de contenir l'euro-yen depuis assez longtemps. Le GBP-yen, quant à lui, donne un signal d'achat et donc c'est le GBP qui permet ce signal. Attention tout de même car nous avons ici un sommet que nous allons tester, le sommet du 1er septembre et c'est à ce niveau-là qu'on pourrait se replier pour tenter un pullback en direction de la borne supérieure de cette oblique haussière. Donc voilà pour ce Good Morning Market qui est assez long, je m'en excuse. Nous avons mis l'accent sur les matières premières. Demain, nous allons aborder, au début, je voulais aborder 15 actions pour 2021, dans un souci, donc j'ai déjà préparé ici les graphiques, on en parlera demain. Dans un souci de simplicité, j'ai réduit à 10 actions. On ne va pas s'attarder, ce ne sera pas un GMM d'une heure, il y aura un e-book complet sur le sujet très prochainement. J'attends simplement que le design soit finalisé et donc il sera envoyé directement à nos clients. Donc j'ai retiré quelques actions pour ces valeurs à suivre en 2021, notamment NIO, le constructeur de voitures électriques chinois, et j'en passe. J'ai retiré d'autres actions pour me focaliser sur des actions plus populaires qui devraient plus vous intéresser normalement. Donc voilà pour ce Good Morning Market qui touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain donc pour le prochain Good Morning Market avec une parenthèse sur les actions à fort potentiel pour 2021. Excellente journée à toutes et à tous et à demain. Au revoir.